Alors, le Rambam, c'est vers Misvot. Alors, 8 Tevet, 5786, commandement positif, numéro 198. Il s'agit du commandement qui nous est ordonné d'exiger de l'intérêt d'un non-juif auquel nous prêtons de l'argent, de sorte que nous ne l'aidions pas et que nous lui rendions pas service, mais que nous lui nuisions même en lui prêtant à intérêt. Ce qui nous est interdit d'exiger d'un juif, selon le verset, à l'étranger, tu peux prêter à intérêt. Selon l'interprétation traditionnelle, il s'agit d'un ordre et non d'une simple faculté. Le Sifri dit à ce sujet, à l'étranger, tu peux prêter à intérêt, c'est un commandement positif, tu ne le dois pas à l'égard de ton frère, c'est un commandement négatif. Ce commandement comporte aussi des conditions édictées par nos maîtres qui sont exposées dans le traité Baba Metzia. 3. Prakim. 8 Tevet 5786 Sefer Mishpatim, loi relative au prêteur et à l'emprunteur, chapitre 25, soit cas suivant. À quelqu'un a consenti un prêt à un autre. Et après le prêt, un tiers lui a dit « Je suis caution ». B. Le prêteur a poursuivi l'emprunteur en justice et un tiers est intervenu et lui a dit « Laisse, je suis caution ». C. Le prêteur était en train d'étrangler l'emprunteur pour qu'il paye et un tiers est intervenu et lui a dit « Laisse, je suis caution ». Dans ces 3 cas, la caution n'a aucune obligation, cela s'applique même s'il a déclaré « Je suis caution » en présence d'un tribunal. En revanche, dans tous ces cas, si un kinyan a été effectué pour confirmer qu'il s'est rendu caution de cette somme d'argent, que ce soit devant un tribunal ou en privé avec le prêteur, son engagement est contraignant. Si un tiers dit au prêteur, au moment où il remet l'argent à l'emprunteur, prête-lui et je suis caution, la caution est obligée et aucun kinyan n'est nécessaire, et de même si le tribunal le rend caution, il est obligé, bien qu'aucun kinyan n'ait été effectué. Par exemple, dans le cas où le tribunal désire recouvrer une créance sur les biens du débiteur, il leur dit « Laissez-le, je suis caution pour vous ». Puisqu'il tire profit du crédit qui lui donne le tribunal, par ce profit-là, il s'oblige. Ce qui a consenti après du fait d'une caution, bien que la caution se soit obligée envers lui. Il ne doit pas demander le paiement à la caution en premier, mais doit tout d'abord en faire réclamation à l'emprunteur. Si ce dernier ne le paye pas, il se retournera contre la caution et se fera payer par elle. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où l'emprunteur ne possède pas de biens. En revanche, si l'emprunteur possède des biens, le prêteur ne percevra absolument pas son dû de la caution, mais de l'emprunteur. Mais si l'emprunteur est un homme violent, que le tribunal ne puisse pas lui retirer l'argent, ou il ne se présente pas au tribunal, le prêteur se fera payer directement par la caution et ensuite la caution réglera le différend avec l'emprunteur. Si elle peut lui retirer l'argent, elle le fera, ou sinon le tribunal le mettra au banc jusqu'à ce qu'il paye. Le prêteur aurait-il posé avec la caution la condition suivante, à condition que je puisse percevoir mon dû de qui je voudrais. Si l'emprunteur possède des biens, le prêteur ne pourra pas obtenir remboursement directement de la caution. Mais s'il a stipulé, à condition que je puisse percevoir mon dû directement de qui je voudrais, ou si la caution est solidaire, câblant, il pourra demander le paiement directement à la caution dans le premier cas ou à la caution solidaire selon le second et se faire payer par elle quand même l'emprunteur posséderait des biens. Quelle est la caution ordinaire et quelle est la caution solidaire? Câblant. Si la caution dit au prêteur, donne-le-lui et je te donnerai, c'est une caution solidaire. Et le prêteur peut lui réclamer le paiement en premier, même s'il n'est pas expressément stipulé, à condition que je puisse percevoir mon dû de qui je voudrais. Mais si la caution dit au prêteur, prête-lui et je serai caution, prête-lui et je rembourserai. Prête-lui et je serai obligé. Prête-lui et je donnerai, prête-lui et je serai câblant. Donne-le-lui et je serai câblant, donne-le-lui et je rembourserai. Donne-le-lui et je serai obligé. Donne-le-lui et je serai caution. Ces expressions expriment tout un cautionnement ordinaire et le prêteur ne peut pas demander directement le paiement à la caution, obtenir d'elle le paiement lorsque l'emprunteur possède des biens à moins qu'il n'ait expressément stipulé lors du prêt. Je me ferai payer directement par qui je voudrais. La caution de la somme mentionnée dans un contrat de mariage, même si elle est confirmée sur un engagement par un kinyan, n'est pas tenue de payer. En effet, c'est une mitzvah qu'elle a fait en encourageant le couple à se marier. Elle n'a pas, par son engagement, causé de perte financière à la femme. Mais si un père a cautionné la somme mentionnée dans le contrat de mariage de son fils et a effectué un kinyan, pour confirmer son engagement, il est obligé. En revanche, quel que soit le cas, la caution solidaire de la somme mentionnée dans un contrat de mariage est obligée. Soit le cas suivant.
Réhouven a vendu un champ à Shimon. Lévi est venu et a déclaré assumer la garantie hypothécaire. Lévi n'y est pas obligé car c'est une asmata. Mais si un kinyan a été effectué pour confirmer qu'il s'est rendu à caution pour payer le prix de la vente à n'importe quel moment où Shimon le lui réclamant, il est obligé de payer le cas échéant. Telle est la directive que les Géonim ont donnée. Et de même, une caution ordinaire ou solidaire qui s'engage de manière conditionnelle, même si son engagement est confirmé par un kinyan, son engagement n'est pas contraignant, parce que c'est une asmata. Comment cela? Par exemple, la caution dit au prêteur, donne-le-lui et je te donnerai si tel événement se produit ou ne se produit pas. La raison est que quiconque subordonne un engagement auquel il n'est pas tenu à une condition formulée par si cela se produit ou ne se produit pas, son engagement n'est pas définitif, aussi n'est-il pas contraignant. Deux personnes qui ont contracté un emprunt avec un seul contrat et qui ont acheté ensemble une marchandise. Et de même, les associés dont l'un a fait un emprunt ou un achat pour la société, ils sont caution l'un pour l'autre, même si cette clause n'est pas expresse. Si deux personnes se rendent caution d'une seule, lorsque le prêteur vient se faire payer par l'une des cautions, il peut se faire payer par celle qu'il veut. Et si l'une ne possède pas la somme suffisante pour payer la totalité de la dette, il demande le paiement du solde à la seconde. Un homme qui s'est rendu caution de deux emprunteurs auprès d'un unique prêteur, lorsqu'il paiera le prêteur, il lui dira la dette duquel des deux emprunteurs il paye afin qu'il puisse se retourner contre cet emprunteur. Celui qui dit à un autre, sois caution d'un tel pour telle somme, et je suis caution de toi. C'est comme s'il lui avait dit, prête-lui, et je suis caution. De même que la caution devient obligée à l'égard du prêteur, de même la seconde caution devient obligée à l'égard de la première. Et le statut de la caution à l'égard du prêteur est le même que celui de la seconde caution à l'égard de la caution. Dans le cas suivant, celui qui n'a pas stipulé la limite de ce qu'il cautionne, par exemple, il a déclaré au prêteur ou au vendeur, quel que soit ce que tu lui donnes. Donne-le-lui et je serai caution. Ou vends-lui et je serai caution. Ou prête-lui et je serai caution. Certains géonymes ont donné comme directive que même s'il lui a vendu 10 000 sous et marchandises ou il lui a prêté 100 000 sous, la caution est obligée pour la totalité. Quant à moi, il me semble que la caution n'a ici aucune obligation car dès lors qu'elle ignore l'obligation à laquelle il s'est soumis, il n'est pas résolu, il ne s'y est pas obligé. Ce sont des propos logiques pour qui est avisé. Celui qui dit à un autre, prête-lui et je me porte caution de la personne même de cet emprunteur. Il n'est pas caution du paiement de la somme d'argent. En fait, il a simplement voulu dire quand tu voudras, je te l'amènerai. Et de même, s'il a dit au prêteur après que celui-ci a déjà prêté l'argent à l'emprunteur et lui en a demandé paiement. Laisse-le maintenant à n'importe quel moment où tu lui en demanderas paiement, je te l'amènerai. Et a effectué un kinyan pour confirmer son engagement. Certains géonymes ont donné comme directive que s'il n'amène pas à l'emprunteur, il est tenu de payer. Et d'autres ont donné comme directive que même s'il a stipulé explicitement dans son engagement, si je te l'amène pas, ou s'il décède ou s'il s'enfuit, je serai tenu de payer. C'est une asmata et son engagement n'est pas contraignant. J'abonde dans ce sens. Sefer Mishpatim, loi relative au prêteur et à l'emprunteur, chapitre 26. Dans le cas d'un prêt constaté par acte, si la caution est venue cautionner l'emprunteur après le témoignage, c'est-à-dire à la signature des témoins dans l'acte, même si un kinyan a été effectué avec elle, et son engagement de payer est donc devenu contraignant. Comme nous l'avons expliqué, le prêteur qui viendra percevoir son dû sur ses biens ne pourra pas saisir les biens aliénés. En revanche, quand la caution figure sur le corps de l'acte avant la signature des témoins, tout dépend. S'il est écrit dans l'acte un tel caution, de sorte que son nom n'est pas joint à celui de l'emprunteur dans le prêt, le prêteur ne peut pas recouvrer sa carence sur les biens aliénés de la caution. Mais s'il est écrit dans l'acte un tel a emprunté à un tel, telle somme et un tel caution, de sorte que l'emprunteur et la caution sont joints dans l'acte et qu'un kinyan ait été effectué avec la caution et qu'ensuite les témoins aient apposé leur signature sur l'acte, le prêteur ensuite les témoins aient apposé leur signature sur l'acte, le prêteur peut couvrir sa créance sur les biens aliénés de la caution. Lorsqu'un prêteur a déposé une demande contre son emprunteur et n'a pas trouvé de bien lui appartenant, il ne peut se faire payer par la caution qu'à compter de 30 jours depuis le jour où la caution a été condamnée à payer. En effet, la caution ne saurait avoir moins de pouvoir que l'emprunteur. Telle est la directive donnée par les décisionnaires et s'ils en ont convenu autrement, tout sera conforme à ce qu'il a été convenu.
Lorsque le prêteur demande le paiement à l'emprunteur et ne trouve pas de bien lui appartenant, l'emprunteur ne peut pas le repousser et dire « va chez la caution solidaire puisque tu peux lui demander le paiement directement. Au contraire, le prêteur peut faire une réclamation à qui bon lui semble en premier. Mais c'est lors du prêt, c'est la caution solidaire qui a pris l'argent de la main du prêteur et l'a remis à l'emprunteur. Le prêteur n'a aucune réclamation possible à l'égard de l'emprunteur. Si l'emprunteur se trouve dans une autre localité, de sorte qu'il n'est pas possible de l'informer par voie d'huissier ou de se rendre auprès de lui, ou si l'emprunteur est décédé et a laissé des orphelins mineurs dont le tribunal ne doit pas saisir les biens, le prêteur demandera le paiement directement à la caution, car l'emprunteur n'est pas présent. Le prêteur qui a demandé le paiement de son dû à l'emprunteur et a constaté qu'il est pauvre. Il ne peut pas exiger le paiement de la caution tant que l'emprunteur n'a pas prêté serment qu'il n'a rien. Ce serment fut ordonné par les derniers sages de crainte que le prêteur et l'emprunteur ne fassent une collusion contre les biens de la caution. Celui qui est caution d'un autre dans le cadre d'un prêt verbal, lorsque le prêteur vient lui demander le paiement alors que l'emprunteur se trouve outre-mer, il peut lui dire « apporte une preuve que l'emprunteur ne t'a pas remboursé et je te paierai ». La caution qui a pris les devants en payant en créancier son dû peut se retourner contre l'emprunteur et percevoir de lui tout ce qu'elle a payé pour lui, quand même le prêt aurait été verbal ou sans aucun témoin. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où l'emprunteur a dit à la caution au moment où elle s'est rendue caution pour lui, soit caution pour moi et paye. En revanche, si la caution c'est son propre chef rendu caution simple ou solitaire, ou si l'emprunteur lui a dit soit caution pour moi, sans l'autoriser à payer la dette, l'emprunteur n'a aucune obligation de paiement à l'égard de la caution. Et de même, celui qui a payé le titre de créance d'un autre à son insu, celui-ci ne lui doit rien, même si la dette était garantie par un gage. Au contraire, il reprend son gage gratuitement et celui qui a donné son argent l'a perdu. En effet, peut-être l'emprunteur aurait-il apaisé le prêteur et obtenu de sa part la remise de la dette. Si l'emprunteur décède et que la caution prenne les devants et paye la dette avant d'en informer les héritiers, alors, si l'on sait que l'emprunteur n'a pas payé sa dette avant de mourir, par exemple s'il a admis avant de mourir ou s'il a été mis au banc, et est mort sous le coup du banc, ou si le prêt n'était pas parvenu à échéance, la caution se retourne contre les héritiers pour percevoir tout ce qu'elle a payé. Toutefois, si le prêteur était ingentil, les héritiers ne sont pas tenus de payer la caution. En effet, peut-être leur père avait-il remis à la caution la totalité de la somme due, du fait que les gentils demandent le paiement de leur créance directement à la caution. Et c'est la raison pour laquelle la caution a remboursé de sa propre initiative avant d'en informer les orphelins. Mais si la caution a informé les orphelins que le gentil lui avait réclamé le paiement de sa créance et qu'elle allait le payer, les orphelins sont obligés de la rembourser. Toute caution qui vient percevoir ce qu'elle a payé, qu'elle vienne se faire payer par les héritiers de l'emprunteur ou par l'emprunteur lui-même, doit apporter la preuve qu'elle a effectivement payé. Et le fait que le titre qui constate la créance sur l'emprunteur se trouve dans la main de la caution ne constitue pas une preuve, car peut-être le titre est-il tout simplement tombé de la main du prêteur et la caution n'a rien payé. Soit les cas suivants. 1. Un emprunteur dit à quelqu'un d'autre « Tu t'es porté caution pour moi » et l'autre répond « Je ne suis pas rendu caution » ou B. La caution dit à l'emprunteur « Tu m'as autorisé à te cautionner et à payer ton créancier » et l'emprunteur dit « Tu t'es rendu caution de ton propre chef » ou « Tu ne t'es pas du tout rendu caution » ou C. La caution déclare « J'ai remboursé le prêt en ta présence » et l'emprunteur déclare « Tu n'as pas payé » ou effectivement tu as payé et je t'ai remboursé ce que tu as payé. Ou D, le prêteur déclare, tu t'es porté caution pour 200 sous et la caution déclare, je ne suis rendu caution que pour un mané, c'est-à-dire 100 sous. Dans tous ces cas de revendication en cas similaire, on applique pareil. Celui qui cherche à retirer quelque chose à un autre, c'est lui qui a la charge de la preuve. Ou bien, à défaut de preuve de la part du demandeur, le défendeur prêtera un serment d'incitation ou un serment imposé par la Torah. S'il reconnaît partiellement ce qui lui est réclamé, comme pour toutes les autres réclamations pécuniaires. Si un esclave ou une femme mariée ont contracté un emprunt ou se sont rendus caution pour une autre personne et sont obligés de payer, paieront l'esclave quand il sera franchi et la femme quand elle sera répudiée ou deviendra veuve. Un mineur qui a contracté un emprunt est tenu de payer quand il devient adulte, et on ne rédige pas l'acte constatant la créance. Au contraire, ce prêt a le statut d'un prêt verbal quand même un kinyan aurait été effectué, puisqu'un kinyan effectué par un mineur est nul. Constatant un mineur
qui s'est porté caution pour une autre personne, les géonymes ont donné comme directive qu'il n'est rien tenu de payer même à l'âge adulte. Et le prêteur qui a remis son argent à l'emprunteur sur la déclaration du mineur a causé la perte de son argent. La raison en est que le mineur n'a pas la maturité intellectuelle pour se soumettre à une obligation à laquelle il n'est pas astreint. C'est une loi vraie et c'est ainsi qu'il convient de juger. Une femme qui a contracté un prêt constaté par acte ou s'est porté caution dans un acte et s'est ensuite mariée à l'obligation de payer après son mariage. Mais s'il s'agissait d'un prêt verbal, elle ne paiera que si elle divorce ou devient veuve. Sa possession de son mari est comme celle d'un acheteur, comme nous l'avons expliqué à plusieurs endroits, et si les pièces d'argent prêtées sont présentes, elles sont rendues au prêteur même après le mariage. C'est fait à Mishpatim, loi relative au prêteur et à l'emprunteur, chapitre 27. Un acte, quelle que soit la langue et les caractères ayant servi à sa rédaction et sa composition est conforme aux normes des actes juridiques des Juifs qui sont infalsifiables et auxquels on ne peut faire ni d'ajout ni de suppression, et que les témoins et signataires sont des Juifs qui savent lire. Il est valide, et des biens aliénés peuvent être saisis avec un tel acte. En revanche, tous les actes dont les témoins et signataires sont des gentils sont invalides, à l'exception des actes de vente et des titres de créance, à condition que la remise de l'argent se fasse devant eux et qu'ils écrivent dans l'acte. Devant nous, un tel a compté telle somme, le prix de la vente ou la somme due, et à condition que les actes soient établis dans leurs tribunaux officiels. Mais s'ils sont établis même là où se réunissent leurs juges, sans authentification par leur juge officiel, ils ne sont d'aucune utilité. Et de même, il faut que des témoins juifs attestent que ces gentils qui sont les témoins de l'acte et que ce juge qui a authentifié les témoins ne sont pas connus pour percevoir des pots de vin. Et si un acte composé par des gentils ne répond pas à un seul des critères subventionnés, il est considéré comme un tesson, et de même les reconnaissances de dette, les actes de donation, de compromis et de remise dont les témoins signataires sont des non-juifs sont considérés comme des tessons quand même ils répondraient à tous les critères subventionnés. Et mes maîtres ont donné comme directive que leurs titres de créance soient invalides même lorsque la remise de l'argent s'est faite en leur présence et que leurs seuls actes de vente ont été considérés valides par les sages dans le cas où la remise de l'argent s'est déroulée en leur présence. Je ne suis pas d'accord avec cela. Si des juges juifs ne savent pas lire cet acte composé dans le tribunal des gentils, ils le donnent à lire à deux gentils séparément, de sorte que chacun d'eux est considéré comme parlant innocemment. Et le créancier peut, avec un tel titre, percevoir son dû sur les biens disponibles de son débiteur, mais il ne peut pas saisir les biens que son débiteur a aliénés. Car un tel titre n'est pas porté à connaissance du public, les acheteurs ignorant ce qui a été fait auprès des gentils. Un acte dont les témoins sont des gentils qui a été remis par l'emprunteur au prêteur ou par le vendeur à l'acheteur en présence de deux témoins juifs, même s'il n'a pas été composé dans les tribunaux des gentils, ne répond pas à tous les critères mentionnés, son titulaire peut percevoir son dû sur les biens disponibles de son débiteur, cela à condition que les témoins devant lesquels l'acte a été remis sachent les lire et les lus lorsqu'il a été remis devant eux, et que sa composition soit conforme aux normes des actes juridiques des juifs, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas être falsifiés, qu'on ne puisse pas y faire ni ajout ni suppression. Et pourquoi le créancier ne peut-il pas percevoir son dû sur les biens aliénés de son débiteur avec un tel acte? Parce qu'il n'est pas porté à la connaissance du public. Telles sont les normes des actes juridiques des Juifs. Dans tous les actes, il faut que l'objet de l'acte soit répété en dernière ligne, car on ne titre aucune conclusion de ce qui figure en dernière ligne d'un acte de crainte qu'il y ait eu un espace d'une ligne entre les signatures des témoins et le corps de l'acte, et qu'un homme soit venu falsifier l'acte en écrivant cette ligne supplémentaire dans l'espace vide. S'il y a un espace de deux lignes entre la signature des témoins et le texte de l'acte est invalide, moins que cela, il est valide. Les deux lignes dont les sages ont parlé sont fonction de l'écriture des témoins, non de celle du scribe, car quiconque falsifie un acte ne se rend pas auprès du scribe, mais auprès des témoins. Ces deux lignes comprennent les lignes eux-mêmes et leur espace. Par exemple, un lamed sur un kaf. S'il y a un espace de plus de deux lignes entre le texte et les signatures des témoins, mais que cet espace soit rempli de signatures de témoins invalides ou parents de l'un des intéressés, il est valide puisqu'il ne peut pas être falsifié. Et s'il est rempli de traits d'encre, il est valide de crainte que les signatures des témoins portent sur les traits d'encre et non sur le corps de l'acte. Si l'acte est entièrement rédigé sur une seule ligne, avec les signatures des témoins sur cette même ligne, il est valide.
Si le texte d'un acte figure sur une seule ligne et les signatures des témoins sur la seconde ligne, l'acte est invalide car peut-être que les signatures de ces témoins portaient en fait sur le texte d'un acte valide dont elles étaient séparées d'une ligne et qu'un malfaiteur ait coupé tout l'acte, a écrit ce texte sur cette ligne d'intervalle de sorte que les signatures de tous ces témoins portent sur celle-ci. Et de même, si le texte de l'acte et la signature de deux témoins figurent sur la même ligne et la signature de deux autres témoins sur la seconde ligne, et qu'il déclare « J'ai voulu augmenter le nombre de témoins de manière à publier le fait ». On n'authentifie pas cet acte par les signatures des témoins du bas sur la seconde ligne, mais par celles des témoins du haut. En effet, il est à craindre qu'il n'ait écrit à cet acte et de fausses signatures de témoins sur une ligne qui fut en fait la ligne intervalle entre les signatures des témoins du bas et le texte d'un acte valide qu'il a coupé. L'authentification du tribunal doit être juxtaposée aux signatures des témoins ou juxtaposée à l'acte du le côté ou encore sur le dos de l'acte face au texte. Et s'il y a un espace d'une ligne entre l'authentification et l'acte, cette authentification est invalide. De crainte qu'un malfaiteur ne coupe l'acte authentifié et ne falsifie sur cette ligne l'espace au texte d'un acte et de fausses signatures de témoins, l'authentification porterait alors sur un acte falsifié. Si un espace de plus de 2 lignes est laissé entre l'authentification et l'acte, et que tout espace est rempli. Bah rien, je m'attendais pas. Bon bref. Si un espace de plus de 2 lignes est laissé entre l'authentification et l'acte, et que tout espace est rempli de lignes d'encre, cela est valide. Car aucune falsification n'est possible. Par ailleurs, on ne craint pas que l'authentification d'un tribunal porte sur des traits d'encre. On est certain qu'elle porte sur le corps de l'acte. Toutes les effacures doivent être validées par mention écrite stipulant à la fin de l'acte telle lettre ou tel mot ou telle ligne figure sur une surface effacée ou est interlignée. Et tout est valide. Mais si l'effacure se trouve là où aurait pu figurer la mention ferme et valide et a au moins la même taille que la mention ferme et valide, alors même si elle est validée dans la suite, c'est là est invalide, de crainte qu'il n'ait effacé la mention ferme et valide et n'ait ensuite écrit un texte frauduleux qu'il aura ensuite validé dans l'intervalle entre le texte et les signatures des témoins. Un acte dont le texte ainsi que les signatures des témoins figurent sur une surface effacée valide. Et si tu suggères que peut-être le texte a été effacé puis effacé à nouveau, une surface effacée une fois ne ressemble pas à celle qui a été effacée 2 fois. Et si tu suggères peut-être qu'il a écrit l'acte sur une surface effacée une seule fois tandis que la surface où figurent les signatures des témoins avait été effacée 2 fois et qu'après avoir écrit l'acte, il a de nouveau il a de nouveau, les témoins avaient effacé 2 fois et qu'après avoir écrit l'acte, il a de nouveau effacé celui et écrit tout ce bon lui semble. Si bien que maintenant le texte et les signatures sont entièrement uniformes puisque toute la surface a été effacée 2 fois. Sache que les sages ont ordonné que les témoins n'imposent leur signature sur un acte effacé que s'il a été effacé devant eux. Quand un acte dont le texte et les témoins figurent sur une surface effacée, mais dont l'authentification du tribunal figure en dessous sur une surface intacte et produit au tribunal, on ne l'authentifie pas par les signatures des témoins de l'authentification, mais par les signatures des témoins en haut. En effet, il est à craindre que l'authentification ne fût en réalité très éloignée du corps de l'acte sur lequel elle portait l'intervalle rempli de lignes d'encre, et que le titulaire n'ait occupé le corps de l'acte, effacé les lignes et créé un nouvel acte frauduleux avec des fausses signatures de témoins sur la surface effacée. Un acte dont le texte est écrit sur une surface intacte et les signatures des témoins sur une surface effacée est invalide, de crainte que le titulaire n'efface le texte de l'acte et ne le falsifie, puisque alors le texte et les signatures des témoins figureraient tous deux sur une surface effacée. Mais si les témoins ont écrit, nous, témoins, avons apposé nos signatures sur une surface effacée alors que le texte de l'acte figurait sur une surface intacte, l'acte est valide. Il doit inscrire cette mention entre la signature d'un témoin et l'autre afin qu'il n'y ait pas de falsification possible.
Un acte dont le texte figure sur une surface effacée et les signatures des témoins sur une surface intacte est invalide. Et ce même si les témoins ont écrit, nous témoins avons imposé nos signatures sur une surface intacte alors que le texte de l'acte figurait sur une surface effacée. Parce que son titulaire a la possibilité de l'effacer une seconde fois et d'écrire ce bon lui semble, et dès lors que toute la surface a été effacée 2 fois, cela ne remarque pas, en effet, s'il y avait une partie de ce qui avait été effacé une fois et une autre qui avait été effacée 2 fois, cela ne se remarquerait. La correction des actes juridiques exige que l'on prête attention dans l'acte à ce que les verbes et les aïns ne soient pas serrés entre les mots, de crainte que l'un n'ait été ajouté frauduleusement, et à ce qu'il ne soit pas trop éloigné, de crainte qu'une lettre telle un et ou un et n'ait été effacée pour ne plus laisser qu'un seul pied en guise de verbe. Et de même pour tout ce qui est semblable. On y prête attention quelle que soit la langue et quels que soient les caractères utilisés. Les chiffres en toutes lettres, de 3 à 10. On ne les écrit pas à la fin d'une ligne de crainte que le titulaire de l'acte ne transforme frauduleusement le 3 en 30 et le 10 en 20. Si l'écriture de pareils chiffres vient à se présenter à la fin d'une ligne, le scribe répétera le texte dans le corps de l'acte même plusieurs fois jusqu'à ce que l'écriture du chiffre en question tombe au milieu d'une ligne. Si la partie supérieure d'un acte fait mention d'une somme d'un mané et la partie inférieure d'une somme de 200 sous, ou bien si la partie supérieure fait mention de 200 sous et la partie inférieure d'un mané, tout de suite ce qui est écrit dans la partie inférieure. Et pourquoi ne se réfère-t-on pas à la plus petite somme des deux? Parce que l'une ne dépend pas de l'autre. S'il était écrit 100 sous qui font 200 sous, ou 200 sous qui font 200 sous. Le titulaire d'un titre aurait aussi un mané, mais quand il s'agit de 2 propositions qui ne sont pas subordonnées l'un à l'autre, on ne se réfère à la dernière. De même, si un nom figure dans le texte du dessus et un autre nom qui lui ressemble dans le texte du dessus, on se réfère au dernier. S'il en est ainsi, pourquoi écrit-on le texte du dessus? De crainte qu'une lettre ne s'efface dans le texte du dessous. On pourra alors le déduire de celui du dessus, par exemple, si le nom qui figure au-dessus est Anani ou Anani, et celui qui figure en dessous Hanan ou Hanan. Il est évident qu'il s'agit du nom du dessus, mais on ne fait pas de déduction du texte du dessus pour 2 lettres manquantes. S'il est écrit Sefel dans la partie supérieure d'un acte et Kefel dans la partie inférieure, on se réfère à ce qui est écrit dans la partie inférieure, car un Kefel est inférieur à Sefel. À l'opposé, s'il est écrit Kefel dans la partie supérieure et Sefel dans la partie inférieure, on craint qu'une mouche n'ait enlevé le pied du couf et qu'il ne soit alors devenu Samek. Par conséquent, le titulaire de ce titre ne peut, remets le son. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais si son sous-son, il part. Par conséquent, le titulaire de ce titre ne peut pas savoir que la petite mesure d'un Kefel est de même pour tout cas semblable, le titulaire du titre ayant en position de désavantage une fois un titre de créance où il était écrit 600 et un sous fut produit, et il y avait donc doute quant à savoir si cela voulait dire 600 sous et un sous ou bien 600 hystéras et un sous. Et ça à dire que le titulaire de ce type percevrait 600 hystéras et un sous, car le titulaire du titre est en position de désavantage. S'il en est ainsi, pourquoi ne dirait-on pas qu'il s'agit de 600 perutas et un sous? Parce que le scribe convertit les perutotes en sous avant de rédiger le titre. Et de même, pour tout cas semblable à toute époque et en tout lieu, on se réfère à l'usage local. Dans un acte où il est écrit un hystéra, c'est un maas, ou bien sans maas, un hystéra, on se réfère à l'expression la plus réductrice et le titulaire du titre ne perçoit qu'un seul hystéra. En effet, le titulaire du titre est en position de désavantage puisque c'est lui qui vient retirer quelque chose d'un autre, ce qui ne peut faire que lorsqu'il ne fait aucun doute que cela lui est dû. C'est pourquoi, pour tout titre et qui comporte une expression équivoque, si bien que l'on peut s'interroger, peut-être est-ce ceci, peut-être est-ce cela, le titulaire ne perçoit que la plus petite somme des deux. Mais s'il se saisit de la somme la plus importante, on ne lui retire ce qu'il a pris que s'il y a une preuve formelle qu'elle ne lui est pas due.
S'il est écrit dans l'acte une pièce d'or, ce n'est pas moins qu'un dinar d'or. S'il est écrit or dinar ou dinar or, ce n'est pas moins que l'équivalent de 2 dinars d'or. S'il est écrit de l'or en dinar, ce n'est pas moins que l'équivalent en or de 2 dinars d'argent. Et de même pour tout cas semblable. Fin des lois relatives au prêteur et à l'emprunteur avec l'aide de Dieu. Amen. Non, mais, tu te prends pour qui, toi? Genre, sérieux? T'as coupé, là? Non? Mais coupe, c'est bon.